très honoré à la fois et aussi très très content d'accueillir un jeune ministre socialiste, à la fois d'accueillir le ministre de la France, mais aussi l'homme, le militant, celui qui non seulement dans l'exercice de ses fonctions est en train de faire en quelques mois beaucoup aussi bien pour le consommateur à travers la loi sur la consommation, mais aussi non pas réinventer, mais revisiter la doctrine de l'économie sociale et solidaire, sachant que la France est très ancienne dans ce domaine, notamment à travers son mouvement mutualiste et son mouvement coopératif. Le fait de parler de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi parler d'une économie alternative qui situe l'homme au centre de l'activité économique. Le Maroc, à travers cette tradition communautaire, a usé de ce cadre de solidarité, et donc aussi bien au niveau de la production que de la redistribution, à travers quelques institutions que les spécialistes du Maroc connaissent. Mais depuis les années 60, aussi bien le mouvement coopératif que le mouvement mutualiste a été très dynamique au Maroc. Mais ce qui était en berne, c'est le cadre de réflexion économique pour penser ces choses-là. C'est redevenu au devant de l'actualité. C'est pourquoi cet échange avec M. Benoît Hamon est très important pour aller au-delà de ce que nous proposent les bailleurs de fonds dans le cadre de ce qu'ils appellent les actions génératrices de revenus et penser l'économie alternative, au moins dans un secteur de l'activité sociale et économique qui intègre le maximum de citoyens. Je sais aussi que le ministère des Affaires générales réfléchit à ce problème, mais aussi le Conseil économique et solidaire, le Conseil économique et social et pour l'environnement, qui est sous la houlette du nouveau président Nizar Baraka, qui a pensé sur ces choses durant les quelques dernières années, sont en train d'essayer de revisiter le cadre institutionnel qui régit un peu l'économie sociale et solidaire, qui je pense est présente d'énormes opportunités pour un pays comme le Maroc. Donc je vous laisse avec M. Benoît Hamon, qui est le spécialiste, dans un échange avec la salle et avec les étudiants qu'on va avoir une fois sa conférence terminée. Merci. C'est à vous. Bien, bonjour à tous, bonsoir. C'est parce que j'ai un poteau en face de moi, donc je vais vous regarder, je pencherai la tête un moment à gauche ou à droite. Merci monsieur le directeur de votre accueil, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs qui êtes là. Bon, je suis très heureux de parler devant vous de l'économie sociale et solidaire. J'ai deux portefeuilles dans le gouvernement français, la consommation d'une part et l'économie sociale et solidaire. On verra qu'il y a beaucoup de points communs et de passerelles entre ces deux portefeuilles, puisque ce que nous essayons de faire évoluer, ce sont à la fois les modes de production, mais aussi les modes de consommation. Et il nous apparaît, dans les deux cas, que l'on soit un producteur, donc une entreprise, salarié ou chef d'entreprise, que l'on soit un consommateur, c'est qu'on doit se préoccuper de plus en plus de ce qu'on appelle en économie les externalités. Vous connaissez ça aussi bien que moi, puisque vous êtes étudiant et que vous étudiez notamment l'économie. Les externalités, c'est-à-dire l'impact social d'un acte de production ou d'un acte de consommation et l'impact évidemment environnemental. C'est une personne tout droit sortie du nuage de particules qui recouvre depuis plusieurs jours l'Île-de-France, Paris et une grande partie de la France qui vous parle. Ce qu'on découvre, d'ailleurs avec des cycles de plus en plus rapides, ce que sont aujourd'hui les conséquences pour notre environnement d'un certain nombre de modes de production ou de modes de consommation qui peuvent avoir des conséquences sur notre santé et tout simplement sur notre capacité à pouvoir vivre à certains endroits de la planète. Pourquoi je dis mode de production et mode de consommation? Parce qu'en l'occurrence, ce nuage de particules, il y a deux choses.
au fait qu'il y a effectivement des usines à charbon qui produisent de l'électricité et que celles-ci rejettent des particules et qu'elles se déplacent, mais il y a aussi des modes de consommation, le fait de conduire un véhicule diesel qui a comme conséquence de rejeter des particules et ce nuage-là se concentre. Je dis ça pour commencer parce que ça situe cette question des externalités sociales et environnementales dans une actualité qui est celle aujourd'hui de la France, mais qui est celle de l'Europe, plus généralement celle de tous les pays qui seront tôt ou tard ou sont d'ores et déjà concernés par les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux. Je voudrais démarrer mon exposé, il ne sera pas trop long, j'ai demandé combien de temps j'avais le droit de parler. Comme tous les ministres, je peux être très bavard, hein, si on me demande d'être très bavard, mais l'idée, je crois que l'intérêt, c'est qu'on puisse avoir un échange. C'est pourquoi la France, aujourd'hui, décide d'avoir un ministre de l'économie sociale et solidaire et une stratégie pour ce secteur. D'abord, on n'est pas les seuls. Je sors d'un entretien avec Madame Marouane, qui est en charge et du portefeuille de l'artisanat et du portefeuille de l'économie sociale et solidaire. Après l'avoir rencontré, j'ai rencontré M. Baraka, ex-ministre de l'économie du Maroc, qui avait lui-même eu ce portefeuille de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des portefeuilles qui existent sans être forcément identifiés dans la plupart des grandes économies, ou des pays européens notamment, des pays d'Amérique latine, évidemment ici au Maroc. C'est, je crois, le seul pays où on identifie dans le gouvernement un portefeuille dédié à l'économie sociale et solidaire. Mais cette économie-là, à défaut d'avoir une politique publique, elle existe à peu près partout dans le monde. C'est quoi? C'est l'économie coopérative, c'est l'économie associative, c'est l'économie mutualiste, qui se développe notamment au Maroc. C'est cette économie qu'aux États-Unis on appelle le non-profit sector, que chez nous on appellerait l'économie sociale, qu'en Bolivie on appelle l'économie plurielle. Bref, c'est des formes d'économie ou c'est une forme d'économie qui a ceci de particulier par rapport aux entreprises classiques, c'est que ces entreprises sont gouvernées démocratiquement, je mets des guillemets, parce que en gros, elles associent le plus largement possible les différentes parties prenantes à la production, à la décision économique. Ça peut être les salariés, ça peut être les usagers, ça peut être les coopérateurs, les sociétaires auxquels appartiennent l'entreprise. Donc c'est une forme de gouvernance différente de celle d'une entreprise classique, où le conseil d'administration est souverain, c'est-à-dire, pour faire vite, ceux qui détiennent le capital, donc qui sont propriétaires de l'entreprise. Et elle a cette autre particularité, l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle est non lucrative. Qu'est-ce que ça veut dire non lucratif? Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on gagne, on le donne à l'État ou à d'autres, ça veut dire que l'objectif de l'entreprise n'est pas de rémunérer le capital investi, il est principalement de le distribuer aux propriétaires, aux sociétaires de l'entreprise ou de le réinjecter dans l'entreprise elle-même. C'est un mode de financement qui est un mode de financement qui, jusqu'ici, a fait ses preuves, au point que le mouvement coopératif, par exemple, est vieux de plus d'un siècle dans la plupart des économies occidentales, et que, pour ne prendre que le Maroc, les coopératives, elles existent dans ce pays depuis presque un siècle, puisque les premières expériences coopératives probantes datent des années 30. Donc on voit bien qu'on a là une forme d'économie qui s'est développée partout, et qui correspondait à quoi? À la volonté souvent d'acteurs économiques, pour commencer des paysans, de décider de mettre en commun un certain nombre de savoirs ou un certain nombre d'instruments que seuls ils n'auraient pas eu la capacité de financer. Ce sont des machines, ce sont des silos, ce sont des cuves, mais on décide de mettre en commun des activités que seuls on ne serait pas capable de financer et pour lesquelles on ne trouve pas d'investissement. Et c'est comme ça que l'économie sociale s'est développée à peu près partout. Alors quelle est l'actualité ou la modernité de cette économie? Vous serez demain, et je veux prendre cet exercice, c'est pour ça que je prends cet exercice très au sérieux, vous serez demain, vous, étudiants en tout cas, je ne parle pas des professeurs, je pardonnerai, monsieur le directeur, je vais parler d'abord aux étudiants, une composante majeure de ce qu'on appellera le Maroc mondialisé. C'est-à-dire, vous ferez partie des élites politiques ou économiques d'un Maroc mondialisé. Vous aurez des contacts avec bon nombre d'autres pays, vous voyagerez, vous serez cadre, peut-être chef d'entreprise, bref, vous vivrez dans un monde qui est celui qui ne connaît guère de frontières ni aux capitaux ni aux individus, dès lors qu'ils sont cadres, dirigeants d'entreprise et qu'ils ont la possibilité de connaître des expériences partout dans le monde. Quel est l'intérêt pour vous de connaître une économie qui est une économie très localisée, elle, pour le coup, l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est une économie attachée à des territoires, c'est une économie attachée à des productions et à des secteurs. C'est que cette économie-là, elle s'est révélée
plus résistante à la crise que l'économie classique. Et c'est intéressant de s'interroger toujours sur la nature des crises qu'on vit et de savoir si c'est uniquement une crise de la régulation financière qui a balayé le monde, ou s'il n'y a pas derrière la crise de la régulation financière aussi une autre crise qui est celle d'un modèle entrepreneurial, pas unique, mais dominant, qui a montré un certain nombre de ses limites. Quand je parle de modèle entrepreneurial, je parle de modèle d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a constaté, nous, pour la France, et je ne parle que de la France, mais je pourrais vous relater ce que sont les expériences américaines, brésiliennes, péruviennes, colombiennes, espagnoles, allemandes, britanniques, voire marocaines. C'est que les entreprises de l'économie sociale, confrontées au même problème que les autres, elles ont besoin de clients, elles ont besoin d'investir, elles ont besoin de conquérir des marchés. Quand on regardait leur durée de vie en période de crise comparée à celle de leurs concurrentes de l'économie classique, on s'est aperçu de quoi? C'est qu'elles avaient moins licencié, qu'elles avaient moins fermé, mis la clé sous la porte, et qu'elles s'étaient révélées plus résistantes à la crise. Alors, les béotiens que l'on trouve parfois dans certains nombres, y compris parmi les économistes et qui ne connaissent rien à l'économie sociale et solidaire, vous diront, s'ils ont plus résisté, c'est que c'est une économie sous cloche, sous subvention, sous perfusion, et auquel l'État administre régulièrement des subventions. Ce qui est totalement faux, puisque l'économie sociale et solidaire n'est pas plus subventionnée par l'argent public que l'économie classique. D'ailleurs, en France, en ce moment, on a un problème avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on vient de voter 20 milliards de crédits d'impôt pour les entreprises qui payent de l'impôt sur les bénéfices. Or, le problème des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elles ne payent pas d'impôt sur les bénéfices, elles payent un autre impôt, et du coup, elles ne bénéficient pas d'un seul euro de ces 20 milliards. Donc les plus subventionnés des deux ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et en l'occurrence, pour ce qui est de la France, quand on parle de cette mesure qui s'appelle le pacte de responsabilité que nous avons voulu mettre en œuvre et d'une mesure de réorganisation de notre appareil productif sous la forme d'un soutien à l'investissement des entreprises, eh bien dans le radar, il y avait les entreprises de l'économie classique, pas suffisamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se trouvent là aujourd'hui incontestablement victimes d'une distorsion de concurrence. Rassurez-vous, c'est là l'utilité d'un ministre d'économie sociale. On va corriger ça dans les semaines à venir. Au fait, au passage, vous ne le savez pas, mais j'ai une délégation de chefs d'entreprise d'économie sociale française au premier rang qui me regardent avec des sourcils gros comme ça pour vérifier que je leur annonce des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Donc voilà, je vous rassure, ce sera des bonnes nouvelles. Bon, et nous avons donc, c'est pas une économie donc subventionnée. Donc la résistance à la crise ne s'explique pas parce qu'il y aura un écosystème plus favorable à ces entreprises liées à la subvention publique. La réalité, c'est quoi? C'est qu'une entreprise de l'économie sociale, parce qu'elle a l'obligation, par ses statuts, de réinjecter en son sein, dans l'entreprise elle-même, une part de ses profits, des bénéfices qu'elle réalise, à des fondations qui sont souvent plus solides que celle qui, comme on l'a connu, et comme on l'a connu, j'imagine, au Maroc, en France, comme partout dans le monde, que celle qui doit chaque année assurer un rendement au capital investi par un actionnaire, ce rendement étant si important parfois qu'il menace l'investissement, donc la vie à moyen et long terme de l'entreprise. La vie d'un chef d'entreprise, elle est parfois difficile quand il n'est pas le propriétaire de son entreprise, mais quand il doit arbitrer au moment où il est confronté à la répartition de ses bénéfices distribuables, quand il doit arbitrer entre ce que lui demande l'actionnaire, qui est le propriétaire, et ce qui serait nécessaire à l'entreprise pour qu'elle continue à être compétitive. Or, l'intérêt de l'actionnaire, c'est parfois pas la compétitivité à 5 ans de l'entreprise dans laquelle il a une action, c'est souvent l'exigence à court terme d'un retour sur investissement. Or, le chef d'entreprise, lui, sait que s'il ne diversifie pas, s'il n'achète pas une machine, s'il ne la remplace pas, bref, s'il n'investit pas, le marché qu'il a aujourd'hui, il peut le perdre demain ou après-demain, donc il a besoin d'investir. Et c'est dans cet arbitrage qui existe et qui a été parfois dénoncé au détriment de l'investissement et en faveur de la rémunération de l'action que l'on trouve la raison pour laquelle des entreprises qui étaient très profitables il y a 2 ou 3 ans, eh bien, se révèlent beaucoup moins profitables quelque temps après parce qu'il y a eu des arbitrages qui étaient défavorables à l'investissement. Donc si aujourd'hui les acteurs de l'ESS sont plus durables, c'est parce qu'ils ont dans leur statut, c'est pas parce que les chefs d'entreprise sont meilleurs, c'est pas parce que les salariés sont meilleurs, pardon de le dire, mais c'est qu'il y a un modèle entrepreneurial qui privilégie le moyen et le long terme. Et pourquoi les États aujourd'hui, dans le monde entier, s'intéressent à ce modèle économique? Pour des raisons très pragmatiques.
l'économie sociale et solidaire, elle crée des entreprises qui sont sur des marchés concurrentiels, mais dont le principe et le fonctionnement les rend plus durables. Il y a un chiffre qui est très parlant en France, qui a été rendu public il y a quelque temps. On a regardé les entreprises qui étaient vendues. Et on a comparé une entreprise vendue à ses salariés et une entreprise vendue à un tiers, c'est-à-dire un tiers, c'est-à-dire une personne qui l'achète, dans les mêmes secteurs, et on a regardé la durée de vie de ces entreprises-là. Et le résultat est frappant, c'est la direction, l'éminente direction du Trésor, en France, à Bercy, on a quelques directions d'administration comme ça qui sont plus redoutées et redoutables que d'autres, et celle-ci aussi redoutée que redoutable, mais parce qu'elle est compétente, et qui nous a rendu ce chiffre-là. Vous regardez une entreprise française qui a été vendue à ses salariés. Elle est toujours en vie dans 75% des cas 5 ans plus tard. Vous regardez une entreprise, la même, sa concurrente, qui a été vendue à un tiers, même taille à peu près, les comparaisons ne sont pas à l'euro près ou au détail près, elle n'est en vie 5 ans plus tard que dans 60% des cas. Donc il y a clairement un arbitrage favorable au moyen et long terme dans l'économie sociale et solidaire, lié à ces modes de gouvernance ou à son principe non lucratif. Alors qu'on se comprenne bien, moi ça ne veut pas dire pour autant que je pense qu'il y a une bonne économie, une économie méchante. On n'est pas dans ce genre d'appréciation morale. Nous pensons simplement que dans un certain nombre de secteurs, parce que nous voulons coproduire des réponses économiques et d'intérêt général, il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des entreprises qui parient sur le moyen et le long terme. Et c'est le choix stratégique que nous avons fait, nous, en France, et qui n'est pas singulier, puisqu'il est repris par bon nombre de pays dans le reste du monde, à commencer par le Maroc, qui a choisi, avec une économie sociale et solidaire qui n'a pas le même poids dans le PIB que la France. La France, l'économie sociale et solidaire, c'est 2 400 000 salariés, 10% du PIB. Donc ça, c'est quand même lourd. Là où au Maroc, on est sur un poids dans le PIB qui est plus modeste, mais il y a une stratégie qui est une stratégie aujourd'hui, une politique publique destinée au développement de l'ESS. Un mot sur le reste du monde. C'est frappant de regarder qui s'intéresse aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Je l'appelle comme ça, mais elle peut avoir plein d'autres noms. D'abord, les entreprises elles-mêmes avaient commencé à se poser la question de ce qu'on appelle les externalités, en faisant de la RSE, de la responsabilité sociétale, environnementale, sociale des entreprises, et en développant des fondations à cet effet. On a commencé à parler d'innovation sociale de plus en plus, on a commencé à parler d'entrepreneuriat social. Et sous des formes extrêmement différentes, d'un pays à l'autre, se développent aujourd'hui des stratégies favorables à l'économie sociale. Aux États-Unis, à l'initiative, il faut bien le dire, de Barack Obama, plus que de son prédécesseur, le non-profit sector, qui est un secteur qui existe, qui est puissant aux États-Unis, fait l'objet d'une stratégie, fait l'objet d'un travail, fait l'objet d'une recherche, fait l'objet de coopération, fait l'objet d'une politique qui est abritée au sein même de la Maison-Blanche et pensée par des hommes et des femmes dédiés notamment à l'innovation sociale, parce qu'il y a la volonté de développer un certain nombre d'activités économiques dont l'utilité sociale est avérée, dont la contribution à l'intérêt général est incontestable. Et c'est ce que les uns et les autres voulons faire, même si, et il me revient de le dire maintenant, l'économie sociale, pour ce qui est de la France, c'est pas forcément une économie qui recherche l'utilité sociale. Vous pouvez avoir une coopérative qui fait du maïs. Bon, l'utilité sociale, à part pour les mangeurs de maïs et le bétail, il n'y a pas d'utilité sociale à une coopérative de maïs. Elle l'est dans l'économie sociale en raison de son modèle entrepreneurial, de son modèle économique, en raison de la manière dont elle répartit le bénéfice. Et c'est en cela qu'il faut reconnaître les acteurs de l'ESS, ou par leur objet, ou par leur modèle entrepreneurial. Nous voulons hybrider en quelque sorte les deux. Alors la stratégie française, elle repose sur un principe que je vous donne rapidement, c'est qu'on s'est dit, puisque ça marche, puisque c'est résistant, on va reconnaître l'économie sociale, on va lui donner les moyens de se développer, mais est-ce qu'on en reste là? En clair, est-ce qu'on fait une réserve d'Indiens, avec des Indiens qui sont là,
on leur met de belles plumes, et on ferme tout ça, et on dit formidable, regardez, il y a l'économie sociale, ils sont sympathiques, ils sont innovants, allez les visiter, toc toc, bonjour monsieur de la Massif, bonjour monsieur du Crédit Coopératif, et c'est formidable. Ou est-ce qu'on a une approche plus conquérante, qui est de se dire, il y a un modèle économique qui a partiellement échoué, qui est celui qui, en tout cas, on peut se dire ça, on peut avoir un jugement sur y a-t-il eu crise ou pas crise. En tout cas, il y a des millions de gens qui l'ont vécu parce qu'ils ont perdu leur travail, des dizaines de millions. Il y a bien eu une crise. Cette crise, c'est celle d'un système financier qui a perdu la boussole, mais au-delà de ça, dans notre analyse, aussi d'un certain modèle entrepreneurial. Et donc, comment fait-on pour continuer à encourager la création d'activités, la création d'entreprises, mais en invitant des entreprises classiques à s'inspirer des principes de l'économie sociale. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans la loi, puisque nous allons créer, ce qui je crois là pour le coup est unique au monde, un nouveau modèle d'entreprise hybride entre la coopérative, l'association, la mutuelle et la société commerciale classique, qui invitera les chefs d'entreprise, qu'ils soient jeunes ou pas, à créer leur entreprise, mais en important le principe de la gouvernance démocratique, de la lucrativité limitée, dans le fonctionnement de leur entreprise. Elles seront, ces entreprises, rentables, peut-être un peu moins qu'elles ne l'auraient été si elles étaient des sociétés commerciales classiques, mais elles seront davantage tournées vers le moyen et le long terme. Peut-être un peu moins rentables sur le court terme, mais beaucoup plus rentables sur le moyen et long terme, ce qui est l'objectif que nous recherchons. Bref, l'entreprise sociale et solidaire inscrite dans la loi sur l'économie sociale et solidaire que j'ai défendue au Sénat et qui vient à l'Assemblée nationale. C'est une des réponses, parmi bien d'autres, il y a des réponses macroéconomiques, il y a des réponses micro que l'on essaye de construire, c'est une des réponses de la France à la crise. Il faut savoir qu'il y a 70 diplômes dans les universités françaises aujourd'hui qui ont trait à l'économie sociale, que les chaires d'entrepreneuriat social se développent dans toutes les écoles de commerce, que je pense que Sciences Po Paris est elle aussi en train de réfléchir à cette question-là avec une actualité de plus en plus brûlante, et je m'en réjouis, et ce qui est le signe des temps. Il faut savoir que, par exemple, je le dis souvent, mais on a fait, chaque année à Paris, il y a le grand salon des entrepreneurs, donc où tout le monde vient partager innovation technologique, innovation de toutes sortes. 15% de l'espace du salon des entrepreneurs, c'était l'entrepreneuriat social. L'année dernière. Je n'ai pas été à celui de cette année, ça devait être à peu près pareil, j'imagine. Il y a un vrai engouement pour une forme d'économie qui a les mêmes contraintes que toutes les autres. Il faut gagner des clients, il faut livrer à temps, c'est de la concurrence. Vos concurrents ne sont pas de l'économie sociale forcément, et même quand ils sont de l'économie sociale, ils ne sont pas moins féroces pour autant. Donc des contraintes économiques classiques, mais une volonté que les bénéfices soient utilisés différemment. Et d'ailleurs, quand on s'y penche un peu, c'est marrant la signification que prennent les mots. En tout cas, je parle pour mon pays. Dans les années 80-90, bénéfices, c'était surtout se mettre de l'argent dans les poches. Faire des bénéfices, c'était enrichis-toi. Et pourquoi pas, hein. Moi, j'ai dit qu'il n'y a rien de mal à s'enrichir. Hein. Qu'on soit clair là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Et tout le monde connaît des cycles dans sa vie. On peut être très généreux à certaines périodes, puis d'autres un peu moins. C'est au gré des convictions, des consciences, de la vie, des accidents de la vie, etc. Donc moi, nous ne sommes pas là dans une appréciation morale du comportement des uns et des autres. J'observe qu'il y a quand même des faits culturels qui voulaient que l'entrepreneuriat, c'était à un moment exalté au sens « crée ton entreprise » ou « créez votre entreprise », ce sera une manière de gagner de l'argent, et ça doit être un objectif, il faut bien qu'il y ait un moteur aussi. Pourtant, le mot « bénéfice », quand on y repense, bénéfice, c'est bénéficius, en latin, ce qui veut dire bien fait, faire le bien. Et l'économie sociale et solidaire, c'est un peu ça. C'est l'économie qui renoue avec l'étymologie du mot bénéfice. On fait des marges, mais ces marges sont utilisées à se préoccuper de l'impact social, de l'impact environnemental et du long terme dans l'entreprise. Et moi, je le dis comme acteur politique. J'ai été moi-même chef d'entreprise avant d'être au gouvernement. Il y a encore 2 ans, je travaillais dans mon entreprise, que j'ai créée avec 2 associés à l'époque. Moi, j'aspire à ce qu'on parle à moyen et long terme. Le problème aujourd'hui du débat politique comme des questions économiques, c'est qu'elles sont dominées par le court terme. Par le court terme qui est devenu une vraie tyrannie que celle du court terme au détriment du moyen et long terme. Et on ne peut pas juste se dire à un moment, les peuples se réveilleront quand il fera 3 degrés de plus.
Écoutez, je veux dire, venez dans le nord de la France, quand vous voyez les arbres qui bourgeonnent un mois et demi avant les dates normales, c'est qu'il doit y avoir commencé à avoir un petit problème. Et ces problèmes-là, ils vont aller croissant. Et la question est, au-delà des réponses d'urgence aux conséquences de nos modes de production et de modes de consommation, sommes-nous capables structurellement de commencer à créer les instruments au niveau micro, l'entreprise, comme au niveau macro, les objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre par exemple, les objectifs en termes sociaux, pour modifier ce qui est le cours aujourd'hui économique de nos modes de production et de nos modes de consommation. C'est ainsi que nous réfléchissons. Peut-être que ce sera une goutte d'eau dans l'océan, et peut-être que tout ça n'aura pas plus de conséquences. Mais en tout cas, nous avons décidé de nous doter d'instruments financiers pour aider à cela. Et j'observe, et c'est ça qui est intéressant, que cette réflexion, elle irrigue aujourd'hui la plupart des acteurs économiques eux-mêmes et des dirigeants politiques. Le choix qui a été fait par votre pays de parier sur le développement humain, le choix qui a été fait de se doter d'une stratégie pour l'économie sociale et solidaire illustre une volonté de s'inscrire aussi dans ce sillage, mais je vous le dis, ça rejoint la stratégie qui a été choisie par plusieurs gouvernements. Elle reste encore, évidemment, au regard des problèmes qui sont posés, chômage de masse, questions sociales, inégalités, loin de répondre seule, et elle ne pourra pas y répondre seule à toutes ces problématiques-là, et d'ailleurs, elle n'a pas à se substituer à l'État-providence, aux politiques publiques, mais ça reste une des réponses qui me paraît être une des réponses majeures et parmi les plus importantes pour essayer de répondre, donc faire face à la crise et transformer les règles du jeu derrière. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'économie sociale et solidaire. Je ne voulais pas être beaucoup plus long, je voulais m'en tenir à un propos introductif qui pose un certain nombre de bases de ce débat qui est à la fois théorique, et je me réjouis de l'avoir avec vous, mais aussi très pratique, et là aussi je me réjouis de l'avoir avec vous, parce que la loi sur l'ESS, elle part d'un constat politique et économique, et elle donne des instruments extrêmement concrets pour développer l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Et moi je ne dissocie jamais ce qui est l'articulation indispensable entre la manière dont on diagnostique les problèmes, la façon dont on veut leur trouver une solution, et ensuite les instruments concrets. Et c'est pour ça qu'un des thèmes qu'on a évoqué avec la ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, et que j'ai évoqué avec M. Baraka, le président du Conseil économique et social, c'est que l'économie marocaine va être confrontée, comme toutes les économies qui aujourd'hui connaissent une croissance qui est une croissance importante, tôt ou tard, à la question elle est déjà confrontée, mais dans des proportions beaucoup plus importantes, à la question des déchets. Déchets organiques, ceux que vous consommez, et déchets technologiques. La question c'est, est-ce qu'on est capable, dans une économie comme la vôtre, d'éviter les problèmes que nous avons rencontrés, d'anticiper dessus. Aujourd'hui, par exemple, aux Pays-Bas, on fabrique des immeubles en pensant avant à l'usage, ou à la deuxième vie, voire à la troisième vie, de tous les ingrédients qui entrent en jeu dans la construction de cet immeuble. Mais cette question de la deuxième vie, de la troisième vie, de votre ordinateur, votre unité centrale, de vos téléphones portables. Quand je dis vos téléphones portables, je pense que la plupart de celles et ceux qui sont ici n'en ont pas eu qu'un seul dans leur vie. Et quand vous savez qu'un téléphone portable, ce sont des terres rares, ce sont des cuivres, ce sont une multitude de métaux que nos pays n'ont pas, mais qu'en recyclant, on peut tout à fait utiliser et valoriser, cette question du recyclage est une des questions clés qui se posent à toutes les économies modernes. Alors ce secteur être structuré par des entreprises classiques, mais pourquoi est-il souvent structuré par des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Parce qu'il y a un certain nombre de tâches que même les machines les plus intelligentes n'arrivent pas à faire. Casser, démanteler parfois un ordinateur ou une télévision, ça suppose des tâches manuelles pour lesquelles on peut utilement intégrer des travailleurs peu ou pas qualifiés. Et donc on trouve beaucoup l'économie sociale et solidaire dans ce champ de l'économie verte et du recyclage. C'est ce qui permet derrière, avec ces produits qu'ici on jetait, on enfouissait, on en brûlait, de pouvoir leur donner une deuxième ou une troisième vie. En Europe aujourd'hui, on a ce qu'on appelle désormais la responsabilité élargie du producteur. Celui qui vous vend un meuble est responsable de ce meuble, pas jusqu'au moment où il vous l'a vendu et où il doit honorer ses devoirs contractuels, mais jusqu'au moment
de la fin de vie de ce meuble. C'est-à-dire qu'il a contribué, d'une manière ou d'une autre, à ce qui sera le recyclage de ce meuble, la transformation de ce meuble. Et c'est le choix du moyen et long terme, et non pas du court terme, où on ne se préoccupe pas de savoir ce que deviendra notre téléphone, notre ordinateur, notre télé, notre voiture, peu importe, etc. etc. Donc c'est une réflexion qui est une réflexion que nous avons eue avec Madame Marouane, et un terrain sur lequel, là encore, les coopérations entre la France et le Maroc peuvent être extrêmement concrètes, c'est-à-dire, pour être très honnête, il arrive dans la vie d'un ministre, même avec un autre ministre, qu'on parle, et puis et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et puis à la fin, les citoyens vous disent, bon écoutez, c'est intéressant, les ministres sont venus, ils se sont parlé, qu'est-ce qui change pour moi? Rien. Et ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse le gouvernement marocain, je m'en réjouis, c'est au-delà de ces accords que nous signons, c'est la façon dont concrètement on construit un agenda de coopération qui, sur un certain nombre de secteurs, fait rencontrer des compétences, des savoir-faire et des besoins. Et en l'occurrence, on a des besoins chez nous, comme il y en a chez vous, et c'est là-dessus qu'on est en train de tricoter, en quelque sorte, une coopération dont je souhaite qu'elle soit très fructueuse. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, surtout, hein, et on n'est pas obligé de se limiter à l'économie sociale et solidaire. On peut parler de tout ce que vous souhaitez. Mais merci en tout cas de m'avoir prêté cette oreille attentive. C'est un grand honneur. J'étais à Sciences Po Paris la semaine dernière, donc je me réjouis de faire Sciences Po. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de vous appeler Sciences Po Maroc, ou Rabat, mais bon, en tout cas, nous on vous appelle comme ça, mais pardon, hein, mais en tout cas, je me réjouis de cet échange-là parce que c'est un échange toujours utile et intéressant pour nous que d'avoir votre point de vue. Et bon, pour ceux qui ont des questions chahuteuses à poser, n'hésitez pas. J'ai moi-même été chahuteur. Merci, Monsieur Hamon. Donc l'invitation tient toujours. Donc vous êtes invité et sollicité pour poser vos questions. Et bien sûr, la priorité aux étudiants qui ont déjà un peu préparé cette visite et qui pourraient souhaiter poser des questions à Monsieur le Ministre. Bonsoir. Donc, je vous remercie et l'Université Polytechnique aussi. Je vous remercie pour votre présentation. Alors, je m'appelle Farji Esmaïl, étudiant en deuxième année. Excusez-moi. Ma question serait, vu qu'on est dans une société mondialisée, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette économie sociale devrait avoir une notion surtout mondiale et que ce soit une entraide entre les États? C'est-à-dire que lors des échanges, cette économie sociale se voit aussi entre les États. Un État qui un État qui délocalise une industrie dans un autre État. Est-ce que cette industrie-là devrait aussi répondre à ces valeurs sociales et respecter l'environnement? Et ma deuxième question serait... Bon, non, mais on prend tout, hein, je prends tout en même temps. Hein, on fait les deux questions et je répondrai en même temps. Oui, d'accord. Donc, malheureusement, je voulais rester debout. Oui, je voulais la deuxième question. Bon, une autre question, après je reposerai ma question si je me rappelle. On peut en prendre plusieurs, hein, si vous voulez. Moi, comme ça fera... Sinon, je vais vous faire une réponse de 10 minutes par question, ça va vite vous ennuyer. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Souleymane Jeddi, je suis étudiant en Master 2 d'économie. Je vous remercie pour la qualité de votre intervention et d'être ici ce soir devant les étudiants de l'école de gouvernance d'économie de Rabat. Alors ma question c'est par rapport au cas marocain de l'économie sociale et solidaire. En fait, on a vu récemment l'émergence d'un certain nombre d'offices et organismes publics qui encouragent l'initiative et toute coopérative qui essaie par exemple de se moderniser, faisant en sorte que
les femmes au monde rural donc, puissent avoir justement un revenu équitable et pour la production agricole par exemple. Et je veux savoir justement quel savoir-faire français par rapport à l'expérience que vous avez eue dans ce domaine, pourriez-vous justement nous parler de ça de manière un peu plus détaillée pour le développement donc, dans le monde rural, parce que c'est surtout au niveau du monde rural, je pense, qu'il y a le plus si j'ose dire, de choses à faire en termes pour aider les populations justement qui sont dépourvues de savoir-faire, d'expertise, et aussi pour la structuration d'une activité qui ne servirait pas simplement à gagner un pain de vie, mais aussi à développer quelque chose pour le long terme, tout en préservant bien entendu la nature, donc pour le développement durable. Voilà, donc c'est dans ce sens où je pose ma question et je vous remercie encore une fois. Merci. Bon, j'y vais. Bon, merci pour vos questions. Je fais en sens inverse, hein, je répondrai à monsieur à la fin bon, ce que je comprends, moi, je ne suis pas spécialiste évidemment de l'économie sociale au Maroc, hein, les Marocains connaissent mieux la structuration du secteur que moi, mais les travaux qu'on a pu faire en préparation de l'accord qu'on a signé avec Madame Marouane montrent que le secteur coopératif est particulièrement développé dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'habitat, ce qui est d'ailleurs une différence avec la France, parce qu'on a beaucoup moins de coopératives d'habitants que vous en avez ici, et on cherche justement, nous, à développer ce modèle des coopératives d'habitants, qui nous paraît être une bonne réponse, d'ailleurs, à la difficulté qu'il y a en France à se loger, et à se loger avec un loyer raisonnable. Et quand je dis ça, en Ile-de-France, pour ceux qui connaissent cette région ou peuvent avoir de la famille là-bas, vous savez de quoi je parle. Sur les savoir-faire que nous avons, il me semble que, de ce que je vois, c'est que déjà le Maroc encourage, avec je crois la Caisse nationale de garantie, la possibilité pour un certain nombre d'agriculteurs, agricultrices, le cas échéant, puisque là, les garanties qui sont celles de la Caisse auprès des banques privées pour qu'elles investissent et qu'elles aident au montage des garanties vont jusqu'à 75%. Il y a déjà un modèle de financement de ces coopératives qui me paraît être tout à fait intéressant et bien plus en pointe que ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres territoires. Mais il est certain que dans le domaine agricole, pour la valorisation et la commercialisation de ce qui est produit ici, le cas échéant pour son exportation, on peut parfaitement, et si je suis venu ici accompagné du président du Crédit Coopératif, qui est une des grandes banques coopératives françaises, si je suis venu accompagné du président d'une des grandes entreprises coopératives françaises, qui est un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle les titres restaurants, ce qui s'appelle chèque déjeuner, c'est parce qu'ils ont des fondations, des instruments qui sont des instruments d'expertise, de financement dédiés justement à l'identification de projets coopératifs et à la valorisation de ces projets coopératifs de façon à les mener jusqu'à leur terme. Donc cette coopération, je veux vous dire, elle existait avant même que les ministres s'y intéressent, et je ne vais pas dire que les ministres s'intéressent aux choses quand elles sont déjà finies, ça arrive, là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais en l'occurrence il y avait déjà des choses intéressantes. L'intérêt de la déclaration d'intention que nous avons signée et de l'invitation que j'ai faite à Madame Marouane de venir en France avec des acteurs de l'ESS, les responsables de l'administration marocaine, sur des secteurs qui correspondent à des besoins spécifiquement liés à l'économie marocaine, pour qu'on voit de quel type de travaux pratiques on peut mettre en œuvre après cette déclaration d'intention, elle va dans le sens d'une valorisation ou d'un changement d'échelle, en quelque sorte, des coopérations déjà existantes. Mais c'est toujours... faut voir les choses... Il y a toujours un intérêt des deux côtés. Nous, ça nous intéresse de voir comment... au Québec, comme au Maroc, les coopératives d'habitants, ça marche. Parce que je vous dis, on a un problème spécifique qu'on n'a pas réussi à surmonter, qui est le problème du mal logement ou des difficultés à se loger. Donc là où les coopératives d'habitants se développent, pour être très honnête, quand le président de la République m'a demandé de faire une loi cadre sur l'ESS, je me suis tourné évidemment vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire de mon propre pays, et ensuite on a été faire quoi? Copier ce qui marchait bien quand c'était exportable ou importable, pardon, partout ailleurs dans le monde. Et moi, je n'ai aucun problème à dire qu'on copie.
on copie ce qui marche et qui nous paraît être une lacune de notre modèle de développement et qui, une fois importé, respectant les spécificités culturelles, légales, etc. de notre pays, peut marcher. Et en l'occurrence, sur les coopératives d'habitants, on a là été... nous, on a copié, quoi, pour faire vite. Et ce que nous proposons là, c'est des échanges de bonnes pratiques qui rentrent dans une phase, qui est une phase extrêmement concrète. Je vois que, par exemple, les seuils de fiscalisation des coopératives au Maroc sont tels que la plupart des coopératives ne payent pas d'impôts, ce qui n'est pas le cas chez nous. Comme elles marchent bien, on leur fait payer des impôts, c'est normal, elles contribuent aussi à l'intérêt général et elles ne s'en plaignent pas, n'est-ce pas? Non, voilà. Parce qu'en fait, s'ils disent oui, ils payeront plus. Non, je blague. Mais en tout cas, voilà comment... en tout cas, nous regardons les spécificités qui correspondent à tel ou tel modèle, mais là, qui sont liées au niveau de développement dans tel ou tel secteur, plus ou moins fort. Et donc, la simple chose... ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a à la fois des instruments privés qui sont d'ores et déjà disponibles pour accompagner le financement de ces coopératives, mais je veux insister sur une chose... L'entrepreneuriat social, c'est pas réservé au monde agricole, à la pêche, à une économie qu'on pourrait juger un peu rudimentaire. Pardon, elle ne l'est pas, mais qu'on jugerait comme ça. Nous avons des start-up ou des entreprises dans tous les secteurs de services qui se développent aujourd'hui en décidant d'avoir une échelle de salaire de 1 à 5, en décidant de réinjecter l'essentiel des profits dans l'entreprise, qui fonctionnent très très bien et qui sont souvent très durables. Et je vais vous prendre l'exemple que je cite partout, mais il n'y a pas de raison que les Américains ne vendent pas leur réussite avec Apple, et moi je vends une autre réussite qui n'a rien à voir, mais je trouve que ça fait partie d'un savoir-faire français quand on fait quelque chose de formidable, qui n'est pas technologique, mais qui, quand ça fonctionne, il faut le dire. Moi, je parlais à Madame Marouane tout à l'heure d'une petite entreprise démarrée avec 2 jeunes profs de sport dans les années 90 en France. Et ces 2 jeunes profs de sport, ils se sont dit, il y a un problème en France, c'est le vieillissement de la population. Les personnes ne restent pas à domicile parce que les familles sont éclatées. Il n'y a plus les solidarités familiales qu'il pouvait y avoir avant, où elles existent, mais elles sont moins fortes qu'elles existaient auparavant. Et ces personnes âgées se retrouvent où? En maison de retraite. Et on a pu dire à des moments qu'en France, les maisons de retraite étaient de véritables mouroirs. Les personnes y étaient pour attendre la fin de leur vie. Et après, on va dire que nous sommes le phare du monde qui va éclairer l'humanité tout entière. N'empêche que les personnes âgées, elles étaient là, tandis que les jeunes, eux, étaient ailleurs. Et eux, ces 2 jeunes, se sont dit, mais si, par l'activité physique, on pouvait non seulement réjouir le quotidien de ces personnes âgées, mais améliorer leur santé. Parce que leur conviction depuis longtemps, à eux, c'est que le sport améliore la santé, même pour les personnes âgées. Et ils démarrent à 2 avec cette idée, et ils conventionnent avec une maison de retraite à Strasbourg, dans l'est de la France, le premier accord où ils font faire à des personnes âgées, réunies en cercle, elles sont une douzaine, une quinzaine, une vingtaine, quelques exercices. Il n'y a rien de très spectaculaire, si je vous le fais, ça ne va pas vous impressionner, mais il faut imaginer des personnes, certaines sont un peu grabataires, donc elles vont pas bien, mais ça va de petits mouvements de poignet à des mouvements de la nuque, des choses qui consistent à faire travailler ce qu'on appelle les attaches, les articulations, etc. Leur projet se développe parce que le personnel médical, le personnel soignant, y voit sur le climat, l'ambiance, etc., un progrès dans la maison de retraite. Et ils contractent avec qui? Un institut de recherche sur le cancer, un institut public, pour évaluer l'aspect thérapeutique du sport sur ces personnes âgées. Que conclut l'Institut Pierre et Marie Curie, qui est quand même pas... qui fait autorité en matière de cancer, c'est que grâce à l'activité physique sur les établissements observés, la récidive d'un certain nombre de cancers est diminuée de 30 à 40%, et que plus généralement par leurs études, sur 2 cancers, le cancer du côlon et le cancer du sein, ils démontrent qu'on contracte moins ce cancer dès lors qu'on fait une activité physique régulière, même aussi rudimentaire que celle que je viens de vous proposer avec le mouvement de mes poignets et de ma nuque. En clair, on fait faire une économie considérable à la sécurité sociale, qui n'a pas développé de chimiothérapie très lourde ou de thérapie très lourde, et puis surtout on rend les gens plus heureux, parce que mieux dans leur corps, grâce à cette activité physique. Je vais vous dire, en termes d'investissement, on trouve rarement investissement aussi rentable.
Ce sont quelques centaines de milliers d'euros d'argent public qui ont accompagné ce projet. Ils sont 300 maintenant. Ils étaient 2, ils sont 300. Ils ont 4000 maisons de retraite en contrat. Ils ont des entreprises privées qui leur demandent la même chose, pas pour des personnes âgées, pour des salariés, mais avec lesquels ils solvabilisent leur modèle qui les amène à travailler avec les maisons de retraite. Ils sont en Irlande, en Belgique et en Espagne. Ils se développent tous azimuts. Ils s'appellent Ciel Bleu. Et ils ont été l'entreprise, sans doute sur le plan social, parmi les plus innovantes dans les dernières années, au point que, maintenant, les débouchés de leur activité, c'est d'imaginer les objets en plastique, en mousse, qui sont adaptés aux besoins en activité physique de ces personnes âgées, dont je vous disais que certaines sont en fauteuil, d'autres sont très voûtées, etc., etc. C'est qu'en plus, ils ont trouvé un débouché en termes industriels à leur idée initiale. Bon, vous allez me dire, c'est pas Google, c'est pas Apple, c'est vrai, sans doute. En tout cas, ça fait au moins autant de bien, voire même plus de bien qu'une tablette, l'occurrence pour ces personnes-là. Et surtout, c'est une problématique qui sera celle aussi du Maroc, un jour, le vieillissement de sa population. Je posais la question à Mme Marouane, je disais, vous avez encore des solidarités familiales qui sont fortes. Mais est-ce qu'on commence à connaître au Maroc des personnes âgées isolées, seules, qui en raison du fait qu'on a été chercher du travail ailleurs, on s'éloigne de ses parents, de ses grands-parents, d'une vieille tante ou d'un vieil oncle. Et elle me disait, oui, ça se développe. Alors ce que je pense, c'est que cette question de l'anticipation par les pouvoirs publics et par les citoyens eux-mêmes des problèmes liés au développement d'une économie et ses conséquences sociales, on est pile dedans. Les conséquences sociales de votre modèle de développement, eh bien, elles doivent être pensées en termes économiques. Comment je fais en sorte que cette activité, elle dégage de l'argent, sinon je ne la finance pas. Et comment je la construis de manière à ce qu'elle puisse répondre à une demande sociale. Et la demande de ces personnes âgées, c'est quoi? C'est d'essayer le plus possible de vivre bien dans leur corps jusqu'à la fin de leur vie et que leur quotidien soit éclairé par des activités dans lesquelles ils socialisent. De surcroît, cette innovation, elle se prolonge par d'autres, par le fait que désormais dans les maisons de retraite en France, on trouve de plus en plus ce qu'on appelle des établissements intergénérationnels. Je me réjouis parce qu'il y a des acteurs de la mutualité qui sont là, de la mutualité française. Et c'est dans le monde de l'économie sociale que pour la première fois, on a invité des crèches à être hébergés dans des maisons de retraite. Et vous avez les tout petits, 2-3 ans, qui sont avec les papis et les mamies. Et tout le monde prend son déjeuner en même temps. Je ne vous raconte pas, avant vous aviez des déjeuners où vous entendiez les mouches voler, les fourchettes et les couverts. Là, c'est un vacarme invraisemblable. Pourquoi? Parce que les tables, elles sont avec des papis, des mamies et des tout petits. Que croyez-vous que ça fasse? Eh bien, ça change complètement l'approche qu'on peut avoir du vieillissement et complètement les conditions dans lesquelles on vieillit. Et voilà encore de l'innovation sociale. Et c'est en cela que l'investissement que l'on place, nous, sur ces entreprises, est un investissement qui rapporte 10 fois plus à la collectivité que je ne sais quelle machine à cash dans laquelle vous allez mettre de l'argent et qui va faire du 15%, du 20%, j'en sais rien. Ce n'est pas des machines à cash, c'est des machines à... je ne sais pas comment vous dire, ça sert l'intérêt général. C'est ça l'économie sociale. C'est sur ces investissements qu'on parie. Je vous ai pris ces exemples-là qui correspondent à mon pays, et à des problématiques spécifiques à mon pays, mais vous les renvoyez à chaque pays en fonction de la demande sociale qui existe, et vous aurez, je pense, des exemples comparables. Je vais vous dire, j'ai visité un établissement de prise en charge d'enfants handicapés mentaux ici à Rabat, projet des mutuelles générales marocaines, travaillé avec la MGEN française, la mutualité française, où les gamins sont pris à 5 ans, jusqu'à 21 ans, on les socialise, on les scolarise, on les forme, on prépare leur insertion sur le marché du travail. Ils sont ensuite intégrés, alors qu'ils sont handicapés mentaux, en milieu, je mets des guillemets, ordinaire, c'est-à-dire, voilà à quoi ça sert l'économie sociale. Très concrètement. Et ce sont des financements privés. Ça n'est permis que par les cotisations de ceux qui sont dans ces mutuelles, qui payent pour être couverts contre le risque maladie, mais grâce à ces cotisations, on finance des établissements qui permettent la prise en charge d'enfants en situation de handicap, parfois important, d'enfants trisomiques, de 5 jusqu'à 21 ans. C'est toute une vie qui aura été là aussi éclairée par
par le fait qu'on aura été éduqué, formé, et que voilà, on aura appris tout ce que vous avez appris, peut-être pas tout, c'est pas pareil évidemment, mais beaucoup de choses que vous avez apprises vous aussi à l'école, plus jeune, au lycée, au collège, etc., etc. Voilà à quoi ça sert l'économie sociale. Et ça, c'est très concrètement. Vous y allez, vous allez visiter, vous allez voir les ateliers, ce qu'ils font, le théâtre, le dessin, la poterie. Vous allez voir que c'est remarquable. Et pourquoi ces gens-là sont remarquables? Parce qu'ils sont obligés d'innover en permanence. Parce que vous êtes confronté à un gamin en situation de handicap. Les problèmes qu'il vous pose sont jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Il n'y a pas une situation semblable à une autre. Alors vous allez me dire, c'est pareil dans une école. Mais là, vous voyez bien que le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir permettre ces apprentissages est parfois plus complexe. Et donc il faut penser des solutions plus adaptées à chaque gamin. Donc bref, vous êtes obligé d'innover. Et ben, ça se passe tout près, ici. Et vous aurez un formidable exemple en quoi l'économie sociale innove et fait bon usage de l'argent qui est celui qu'on lui confie, c'est-à-dire l'argent de ses sociétaires. Sur les responsabilités, pardon, vous voyez comme je suis long, hein, excusez-moi, je vais faire moins long sur la réponse sur la responsabilité. Vous dites, si je comprends votre question, d'État à État, l'économie sociale, elle doit être pensée de telle manière que quand il y a délocalisation, quand il y a installation d'une entreprise, on fasse en sorte que aussi, en termes de responsabilité sociale, de relations au travail, si je crois comprendre, de rémunération, ces installations se fassent par une amélioration des conditions de vie et de travail de celles et ceux qui travaillent ici. Bon, vous savez, je pense qu'il y a des choses qu'il faut relocaliser, par exemple, en France, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les fasse ailleurs. Je vais prendre un exemple. Nous importons l'essentiel de notre énergie, sauf celle que l'on produit par nos centrales nucléaires. On dépend en partie du gaz algérien et du gaz russe. Moi, je n'ai pas de problème avec qu'on continue à importer et du gaz algérien et du gaz russe. Mais je pense qu'il faut qu'on diversifie nos sources de production énergétique. Et qu'en clair, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où, à force, on a un modèle qui est si prédateur sur le plan économique et énergétique surtout, que ça se traduise par l'incapacité de la France à honorer ses engagements en matière de rejet de gaz à effet de serre. Donc on réfléchit aujourd'hui à la façon dont on pourrait, et le Maroc aussi, très intéressant parce que j'en ai parlé avec le président du Conseil économique et social, à créer des unités de production d'énergie renouvelable qui peuvent être très bien, sur un modèle qui est celui de l'ESS, associés à un territoire. Je vous le fais vite. Des parcs éoliens, de la biomasse dans des domaines agricoles, du photovoltaïque dans des régions avec évidemment beaucoup de soleil, etc. Et des unités de production associées à un territoire, un village, une ville, un ensemble de communes. Bref, on diversifie les sources d'approvisionnement et en même temps en faisant cela, on favorise une économie qui est une économie localisée. C'est ce que je vous dis qu'il faut relocaliser, ce qui n'empêche pas que ça se fasse, quand on relocalise, ça se fait au détriment de personne, parce que tout le monde peut parfaitement faire cela aussi chez lui. Cela étant dit, j'observe que dans beaucoup de pays, la délocalisation, l'arrivée d'investisseurs étrangers, c'est de l'emploi. C'est parfois une organisation des relations sociales faites autour de syndicats. Et normalement, les entreprises qui investissent sont censées respecter les 7 ou 8 conventions fondamentales de l'OIT. Je me tourne vers le conseiller social, sont 7 ou 8, c'est ça. Les 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, notamment sur la capacité des salariés à s'organiser et à se syndiquer. Et en théorie, ça se fait en général en faveur d'une augmentation des standards sociaux. Je dis bien en théorie, parce qu'on a vu un certain nombre de pays dans lesquels les entreprises arrivaient avec, on va dire, une culture sociale et l'abandonnaient assez vite dès lors que l'administration considérait qu'ils allaient un peu trop vite. Et résultat, ça faisait naître des revendications dans d'autres secteurs qui n'étaient pas structurés par des entreprises étrangères. Je pense notamment à la Chine où on a pu connaître ça à certains moments. Donc je pense que nous devons avoir effectivement des discussions d'État à État sur les conséquences de ces délocalisations et la manière dont on se répartit les échanges. Mais sur l'économie sociale à proprement dit, c'est par définition une économie localisée, une économie de proximité. Donc on peut partager des stratégies, dire ce que l'on fait, échanger des bonnes pratiques, des savoir-faire, mais il y aura rarement, dans un accord de libre-échange, l'économie sociale au menu, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas rarement faire l'objet de discussions. C'est peut-être dommage, peut-être qu'il faudrait l'introduire. Moi, je considère aujourd'hui qu'il y a en tout cas un vrai cycle de coopération
comme on n'en a pas connu depuis longtemps, dans le domaine, au niveau international, dans le domaine de l'économie sociale. Mais on peut sans doute faire beaucoup mieux et faire en sorte que ce soit l'agenda des discussions entre les gouvernements un peu plus que ça ne l'est aujourd'hui au plus haut niveau. Et je parle, y compris pour mon propre pays. Que la presse française ne le répète pas, j'aurai des problèmes en rentrant. Si, elle peut le dire. J'assume tout. C'est bon. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Driss Ali Belghiti, étudiant en 5e année à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Donc, en préparant la conférence d'aujourd'hui, j'ai vu donc, que les plus grandes organisations de l'économie solidaire et sociale ont des problèmes de financement très concrets à partir d'un certain niveau, étant donné qu'elles ne sont pas intégrées au circuit économique dit traditionnel et donc ne sont pas intégrées au circuit de financement traditionnel. Donc ce problème-là, bon, j'ai vu qu'en France, on l'a plus ou moins réglé avec la BPI, la Banque publique d'investissement. Ici au Maroc, on attend encore, donc on a l'association Amana, par exemple, de microfinance qui a ce problème, là. Et donc ma seconde question, la question, ça a été donc le rôle de l'État, quel serait éventuellement le rôle de l'État pour accompagner ces organisations de l'économie solidaire et sociale à devenir plus professionnelles. Parce que là encore, le problème qui revenait le plus, c'est cette difficulté-là qu'ont les organisations à remplir des fiches de financement, notamment les plus petites, etc. Donc à se comporter dans le circuit de financement en véritable professionnel. Donc quels sont les mécanismes que pourrait mettre en œuvre l'État, notamment par exemple au Maroc? J'ai vu qu'il y avait un formulaire à remplir dans lequel on devait mettre les dividendes. Or, ces coopératives-là n'ont pas ce dividende à redistribuer. Donc voilà, merci monsieur le ministre. Bon, c'est une question extrêmement concrète, alors là, qui est très intéressante parce qu'elle renvoie à des questions comme celles qu'on en a en France. Et vous avez raison sur une chose, c'est que l'économie sociale, ça peut être la petite association dans un quartier qui fait du soutien scolaire avec un salarié, et le reste, ce sont des bénévoles, jusqu'à la grande coopérative, la banque coopérative, la coopérative de commerçants, la grande mutuelle, qui elle est une entreprise professionnalisée jusqu'à l'extrême, quoi, qui a pas où ces questions-là ne se posent pas. La question de son financement et de leur développement se pose. C'est pas que des questions de financement, c'est des questions aussi légales et juridiques. On avait ces problèmes avec l'organisation des groupes coopératifs en France. On a essayé de réfléchir. Vous l'avez dit, avec la Banque publique d'investissement, à la possibilité pour une banque de répondre à la variété des demandes en fonction ou de la taille, ou des statuts, ou des projets. C'est pour ça qu'on procède aussi par appel à projets sur les circuits courts, l'économie verte, l'insertion par l'activité économique, pour dire, voilà, à tel moment, on met de l'argent là-dessus, présentez-nous vos projets, on commence à 500 000 euros, on commence à 750 000 euros. Bref, ce sont des tickets, comme on dit, assez importants quand même au point de départ. Donc, c'est le travail que l'on fait avec BPI. BPI, on affiche au point de départ 500 millions d'euros. Seront-ils consommés? Je n'en sais rien. Seront-ils distribués correctement? Nous le verrons, nous surveillons. En même temps, c'est work in progress. Hein. Nous-mêmes, dans cette stratégie de changement d'échelle de l'ESS, elle va rencontrer des accros, des hoquets, tout ne va pas marcher. Tout déjà ne marche pas comme on l'avait imaginé au point de départ, et nous essayons de corriger le tir au fur et à mesure et d'évaluer systématiquement la pertinence des choix que nous avions faits, ou voire l'erreur d'appréciation qu'on a pu faire à tel ou tel moment. Ce que je pense par rapport à la situation marocaine, je comprends votre question, c'est que c'est vrai que si dans votre formulaire vous êtes de l'économie sociale et qu'on vous demande remontée de dividendes, vous allez dire mais attendez, ça je peux pas cocher, ça je coche pas, bref, vous êtes exclu du financement classique de l'économie. C'est là encore une distorsion qui est une distorsion insupportable, parce que, je le redis, les acteurs de l'économie sociale, ils sont dans l'économie normale. Ils n'ont pas moins de problèmes que les autres, ils rencontrent les mêmes sujets. Ils ont juste une autre manière d'utiliser les bénéfices qu'ils réalisent. C'est un peu grossier comme définition, mais je préfère le résumer à cela. Ce sont des entreprises qui ont les mêmes problèmes que les autres. Il faut livrer à temps, il faut trouver des clients, il faut innover, il faut penser à l'année d'après, il faut payer ses salariés. Bref, ce sont des entreprises. Et la concurrence aujourd'hui, vous le savez, dans tous les secteurs, elle est parfois féroce. La question c'est, quand vous vous tournez vers vos partenaires financiers, que vous avez un projet d'investissement,
trouvez-vous des partenaires aussi naturellement que vous en trouveriez quand vous avez une jolie start-up, que vous présentez bien, que vous sortez de la bonne école de commerce et que vous avez le bon profil? Ben, la réalité, c'est qu'en France, comme partout ailleurs, la réponse est non. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de corriger. Du point de vue du banquier, du point de vue de l'entrepreneur, comme du point de vue du décideur public. Parce qu'il regarde ça en disant, oh là là, économie sociale et solidaire, ces gens-là, ils vont me demander de l'argent tôt ou tard, donc méfions-nous. Et c'est tout ça qu'on essaye de modifier et de changer. Donc là, moi, j'ai beaucoup parlé d'essayer d'aligner les planètes d'une manière plus favorable au développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous posez là les bonnes questions. Je ne peux pas répondre à la place des autorités marocaines sur les questions très concrètes que vous posez, mais elles font écho à des questions identiques, semblables, qui nous sont posées en France et auxquelles on essaye de répondre le plus pragmatiquement et concrètement possible, avec toujours les mêmes difficultés. C'est qu'on fait des beaux véhicules, les lois, et que derrière, si vous ne mettez pas autant de soins à vérifier que les choses s'emboîtent, fonctionnent et que le puzzle se met en place, eh ben, vous aurez fait beaucoup de papier et pour beaucoup de déçus, parce que des lois comme celle-là, elles créent dans notre pays, en tout cas dans le mien, énormément d'espérance, parce que beaucoup veulent entreprendre sous la forme de l'économie sociale et solidaire. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'adapter les financements à la particularité des acteurs de l'ESS, c'est que, évidemment, le retour sur investissement n'est pas le même. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre intervention. Je voulais juste déjà me présenter rapidement. Rali Ranou de l'association Terga. C'est une association de développement qui se spécialise dans la planification participative du développement et aussi l'accompagnement des programmes publics au développement. Et je voulais juste, par rapport à l'économie sociale en particulier, je voudrais faire un constat et puis peut-être vous pouvez faire un commentaire. C'est qu'au Maroc, on a un tissu économique déjà qui est faiblement développé dans certains territoires. Et aussi un tissu social qui est faiblement développé. Et vu que l'économie sociale, c'est surtout le tissu local, et comment ce tissu local va pouvoir s'intégrer peut-être une économie un peu plus large, la question qui se pose finalement, c'est que est-ce que c'est pas l'investissement privé qui est le plus important, en tout cas pour le Maroc en ce moment? Et aussi, à part l'investissement privé, peut-être aussi l'accompagnement de la société civile locale, qui aujourd'hui a peu de moyens, comme le disait le monsieur précédemment. Donc finalement, ce que je retrouve dans une politique de l'économie sociale et solidaire, malheureusement, enfin au Maroc, c'est que ça reste superficiel, et ça reste en fait une politique sociale qui, en fait, c'est un glissement vers une politique sociale de redistribution qui vise simplement à créer de toutes pièces, à monter de toutes pièces une entreprise, ou non, je veux dire une coopérative qui pourrait, qui serait composée de personnes vulnérables. Donc c'est ça en fait mon inquiétude, c'est que une politique d'économie, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est économie sociale et solidaire, les modes de production et de consommation différents. Je trouve que c'est une approche qu'on devrait avoir aujourd'hui dans le monde, en France, au Maroc et partout. Mais la vraie question, c'est comment au Maroc, et surtout qu'on n'a pas une société civile locale qui est vraiment peu développée. Voilà, c'est ça. Merci pour cette question. Parce que d'abord, l'économie sociale et solidaire, c'est l'investissement privé. Je veux redire ça. Une coopérative, c'est une entreprise privée. Une association, c'est une entreprise privée. Une mutuelle, c'est une entreprise privée. Une société commerciale, c'est une entreprise privée. Elles n'ont pas effectivement forcément les mêmes objectifs, mais ce sont des entreprises privées. En tout cas, c'est comme ça qu'en droit, elles se caractérisent. Alors, est-ce que, je comprends votre question, je vais prendre l'exemple des Anglais. Les Anglais, plus beaucoup, pardon, et s'il y en a dans la salle, j'espère qu'ils ne se vexeront pas, mais l'État en Angleterre, on va dire, il ne reste plus grand-chose. Et eux ont une stratégie qui s'appelle Big Society, qui a été théorisée par le Premier ministre Cameron, qui consiste à avoir une politique qui vise à faire reposer sur l'initiative privée
la capacité à répondre à des besoins sociaux qui, hier, pouvaient être pris en charge par l'État, mais ne le sont plus. Et ils ont inventé, par exemple, un produit qui s'appelle les Social Impact Bonds, qui fait en sorte que ce produit financier, son rendement soit indexé sur le résultat social. Je prends un exemple. Je fais un produit financier sur la lutte contre la récidive d'ex-prisonniers. Si j'ai 75% de non-récidive, je ramasse la mise. Si je suis à 60% de non-récidive, je perds mon argent. Et là, on est dans une stratégie de substitution à l'État. Moi, je ne parle pas de ça. On peut parfaitement avoir des stratégies. En France, on a décidé sur la prise en charge de la petite enfance d'assumer de faire de la coproduction. L'État prend en charge une scolarisation plus précoce des enfants dès 2 ans, dans les quartiers les plus difficiles, parce que plus vous êtes scolarisé tôt, plus vous avez des chances de posséder les apprentissages fondamentaux. Les collectivités locales développent leur tissu de crèche, et le secteur privé, ESS ou pas, est encouragé à trouver des formes de prise en charge de la petite enfance plus développées avec des encouragements qui peuvent être financiers. Là, on a une stratégie de coproduction où l'ESS est mise à contribution d'un objectif d'intérêt général. Mais sinon, l'ESS, quand des femmes paysannes marocaines décident de créer une coopérative pour commercialiser l'huile d'argan, par exemple, hein, ça existe, ces coopératives. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, elles? Si elles ne font pas du social. Alors évidemment, si ça peut être utile à la collectivité, à la communauté qui est la leur, c'est bien. Mais elles cherchent d'abord des débouchés économiques, des débouchés commerciaux. Et ce qu'elles vont vouloir faire, c'est valoriser la production, développer peut-être la gamme des produits, attaquer des marchés, utiliser Internet. Bref, tout problème qui vous sera posé demain à vous, quand jeune chef d'entreprise, si quelques-uns d'entre vous, j'imagine, il y en aura bien quelques-uns, beaucoup même, vous aurez à partir à la conquête du marché d'abord de la ville dans laquelle vous êtes, puis peut-être du marché de la région, puis ensuite du marché national, voire rechercher à vendre à l'export. Donc cette forme d'économie, je le rappelle, c'est une forme d'économie privée avec des acteurs privés qui a les mêmes problématiques. Et on peut lui assigner des missions sociales, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, pardon de le dire, mais Chèque Déjeuner qui est là, vous êtes dans 14 pays, c'est ça? Ils viennent d'acquérir, pour être numéro 3 mondial ce qu'on appelle les titres restaurants, 14 pays, c'est une SCOP, elle appartient à ses collaborateurs. Ils sont combien? 300 propriétaires de... 400, ils élisent, donc M. Landriot, tous les 4 ans. Voilà, c'est une gouvernance. Ils souhaiteraient se développer d'ailleurs peut-être de manière plus coopérative qu'ils ne le peuvent aujourd'hui, mais ils se développent partout dans le monde. L'objectif, c'est de continuer à avoir une place qui est une place de leader mondial dans les titres restaurants. Donc, qu'on se comprenne bien, on peut monter une petite coopérative, mais la petite coopérative devient un jour grande coopérative et devient une entreprise très florissante. Donc, j'entends ce que vous dites, mais je pense que le Maroc, comme toutes les économies, a besoin de biodiversité économique. Voilà. Je ne sais pas vous le dire autrement. En économie, comme pour la nature, la biodiversité, c'est bon. Différents modèles entrepreneuriaux, de l'économie locale, de l'économie qui vise à conquérir les marchés s'il le faut, très capitalistique dans certains cas, peu capitalistique dans d'autres, mais la biodiversité c'est bon. Les mélanges c'est toujours bon. Moi j'ai toujours pensé ça, et que ça améliore la solidité, ou en tout cas c'est... Or, la force de votre économie sociale, ce sont ses racines. Et elles sont profondes. Et quand il y a des racines profondes, c'est comme ça qu'on a... des branches qui sont aussi solides et des troncs solides. Donc moi, je crois que faut utiliser les atouts qui sont ceux de l'économie marocaine dans le champ de l'économie sociale pour les développer, et au même titre que vous développerez l'économie plus classique et les secteurs dans lesquels vous avez aujourd'hui des entrepreneurs dans le domaine des services extrêmement conquérants qui attaquent des marchés partout dans le monde. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Vivez-la comme... c'est de l'économie. Et l'économie, quand vous avez la possibilité de créer des dizaines de milliers d'emplois, voire des centaines de milliers d'emplois grâce à l'économie sociale, pour quelqu'un qui est salarié de l'économie sociale, pour l'éducatrice du centre de prise en charge du handicap que j'ai vu tout à l'heure, elle a un emploi qui est un emploi d'éducatrice. C'est un emploi qui n'est pas plus subventionné qu'un autre. C'est un vrai emploi.
qui est utile aux gamins, mais ça peut très bien être dans une coopérative qui fait de poissons, j'en sais rien. Ça peut être dans une entreprise sur Internet. Je vais vous prendre un exemple. Vous parliez de financement participatif et je termine par ça. En France se développe ce qu'on appelle beaucoup les plateformes, vous devez avoir ça aussi au Maroc, de financement participatif. Il y a une petite boîte, ils sont deux aussi, j'ai toujours l'histoire de deux, et ils se sont dit, il n'y a plus de jeans en France, on ne fabrique plus de jeans. Or, vous le savez sans doute, mais le denim, le jean, historiquement, pourquoi est-ce que ça s'appelait denim? Parce que c'était de la toile de tente, importée notamment par M. Lévi-Strauss, pour faire des tentes pour les pionniers américains qui allaient chercher de l'or. Et jusqu'au jour où il s'est dit, tiens, au lieu de faire des toiles de tente, si j'en faisais des pantalons, parce qu'ils en ont besoin pour aller chercher de l'or. Et pourquoi est-ce qu'on appelait ça le denim? Parce que c'était de la toile qui venait de Nîmes. Donc, en fait, historiquement, comme on est mauvais, nous les Français, le jean, il est français. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais bon, et donc, il y a deux types, plutôt de la région pas loin, pour ceux qui connaissent la France, ils sont du Vaucluse, et donc de Nîmes, c'est le Gard. Donc, à côté, ils se sont dit, pourquoi on ne refait pas un jean? Et donc, ils ont décidé de faire un jean, mais qui va acheter du jean français? Et comment faire? Eh bien, ils se sont mis sur une plateforme de financement participatif, et ils ont proposé aux gens de préacheter le jean. Et donc, ça a commencé, les financements à arriver, où chacun mettait 30, 40, 50 euros, où on préachetait le jean. Et leur modèle économique a démarré à partir de ça. Il s'appelle 1083. C'est la distance la plus longue entre deux villes de France, c'est Porspoder et Menton. Porspoder, c'est pas loin de chez moi en Bretagne, et c'est d'ailleurs comme ça, d'ailleurs, qu'il faut le voir, et Menton. C'est une diagonale 1083. Ça s'appelle le jean 1083. Croyez-vous que ça marche ou pas? Bien sûr que ça marche. Et on fait à nouveau du jean en France, du jean français. Alors, évidemment, on va continuer à acheter du 501, etc., évidemment, mais ça n'empêchera pas toutes sortes de jeans, et des jeans fabriqués partout ailleurs qu'en France. Mais se développe là, par un modèle participatif, une entreprise qui répond au même problème que n'importe quelle entreprise. Il faut qu'elle finance sa production. Ça marche tant et si bien qu'ils commencent à faire des chaussures, des baskets, bref. Ce financement participatif et l'économie collaborative, moi j'y crois beaucoup, je vais vous dire, j'y crois beaucoup parce que ça marche et que ça démontre son efficacité aujourd'hui. Et c'est sans doute une des pistes qui peuvent permettre à des jeunes entrepreneurs marocains comme français ou de créer leur entreprise, là où, au départ, on n'a pas trouvé les banques privées. Pourquoi? Parce que les banques disaient, attendez, faire du jean en France, c'est pas possible, vous n'allez jamais y arriver, vous êtes sympathique, vous allez perdre de l'argent pendant 5 ans, et moi je vais perdre mon argent avec vous, donc j'y marche pas. Et ben voilà. Financement collaboratif, maintenant ils ont des partenaires bancaires. Pourquoi? Parce que 1083, c'est une marque, ça marche, et on peut dire maintenant aux Américains qu'à nouveau, le jean, il est revenu à la maison. Voilà.